Bah, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur avec William Gomis qui va faire son deuxième combat à l'UFC seulement en quelques mois. Est-ce que là, t'as vraiment les crocs? Ah ouais, franchement, j'ai faim. Ouais, j'ai faim. Vraiment, j'ai hâte. Et allez, tes débuts à l'UFC Paris, t'étais un peu pas vraiment attendu parce que t'étais arrivé en short notice, tu devais même combattre Arès, on est d'accord. Là, l'UFC, ils te remettent un client invaincu en carrière. J'en parlais avec Alex avant le podcast. Il était putain, ils ont mis un gars soumission. Quand on t'a dit donc Marshall comme prochain adversaire, t'en as pensé quoi au début? Super. Ouais, franchement, vraiment? Je me suis dit génial. Le mec a plus de soumissions, moi j'ai plus de KO que lui. Donc, c'est un combat normalement qui va se finir assez vite. Tu vois. Ok, c'est-à-dire ça va se finir comment du coup? T'aimerais savoir? Ouais. Si tu veux savoir, regarde le combat. Il va pas durer longtemps, promis. Ok. Et tu te dis pas l'UFC serait bien, enfin t'aimerais bien à un moment donné qu'ils te donnent aussi des gars plutôt strikers pour que tu puisses entre guillemets t'exprimer. Quand je dis ça, c'est quand on voit Alex Pereira quand il a eu sa route vers le titre, Ouais. ils lui ont mis des gars qui le mettaient en valeur aussi, qui lui permettaient de briller dans sa zone de confort, tu vois. Non, pas forcément. Moi, que ce soit striker ou lutteur, peu importe. En vrai, je m'en fous. Donc, tant que j'affronte à un moment donné le haut du panier, tu vois, ceux qui sont dans le top 15, moi, ça me va. Donc, peu importe qui je prends jusque-là. Et avant qu'on débute l'enregistrement, t'as dit que tout était calculé. En cas de victoire samedi prochain, est-ce que tu prévois de call-out quelqu'un dans le top 15 ou tu te dis il faut encore que j'engrange de l'expérience? Parce que je rappelle, ça peut paraître comme on prend son temps avec William Gomis, mais ça va très vite au niveau des étapes quand même. On prend son temps. Non, je pense qu'il n'y a pas le temps. En vrai, il faut avancer. J'aimerais bien quelqu'un du top 15, mais je ne vais pas call-out quelqu'un en particulier parce que je veux prendre tout le monde au final. Et retour à l'UFC Paris, tu viserais ça? Donc l'UFC Paris qui devrait normalement avoir lieu en septembre prochain. Bah ouais, pour l'UFC Paris, ce serait cool d'avoir un top 15. Mais bon, je viens d'arriver, alors ce serait, tu vois, ce serait ouf de leur demander tout de suite. Ils vont dire, mais il est fou celui-là. Donc ça dépend de ce que je vais faire là-bas, de ce que je vais donner, de la prestation que je vais offrir là-bas. Et là, on pourra discuter. Et t'as combattu à l'UFC Paris, donc à Bercy, c'était ça le comble. Ambiance de malade, il nous a tous émus lors de sa post-fight interview, c'était la folie. Là, tu seras à l'UFC Apex, donc il y a personne ou très peu de personnes. Est-ce que tu préfères cette ambiance-là? J'aime bien aussi cette ambiance, ça me rappelle un peu mes premiers combats en Sanda à l'époque, tu vois. C'était calme, mais du coup, ça faisait un peu de bruit quand il y avait un KO, t'entendais tout le monde, t'entendais vraiment les détails des sons, tu vois. Et c'est cool aussi les salles comme ça. Donc ça me dérange pas, j'aime bien aussi. Et au niveau de la mentalité de ton entraînement, parce que t'as fait un transfuge qui a été remarqué de Hatch Academy, MMA Factory, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Est-ce qu'aujourd'hui tu préfères l'environnement dans lequel t'es? Comment ça se passe? Parce que Fernand, il a aussi beaucoup d'élèves et peut-être que quand t'étais à la Hatch Academy, c'était plus, je vais pas dire centré sur 2-3 gars, mais on va dire on identifie plus les têtes d'affiche à la Hatch Academy. Non, c'était très bien à la Hatch Academy. Maintenant, c'est quand même deux équipes complètement différentes, je pense. À quel niveau? Au niveau professionnel, Okay. au niveau en fait sur des détails, tu vois, sur des détails. Et du coup, je suis dans une très grosse écurie maintenant avec la Factory, mais j'ai toujours Fernand qui s'occupe de moi. Tu vois, quand je suis en préparation, avec Benjamin aussi, qui s'occupe très bien de moi. J'ai gardé ma préparatrice, JN, qui s'occupe super bien de moi aussi. Tu vois, je perds pas mes repères. Je suis toujours bien dans mes préparations. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on est très centré sur le côté stratégique et avec des vidéos, des détails de mon adversaire où en gros, je peux l'étudier encore plus. En gros, des vidéos faites pour que je les regarde, tu vois, avec des coupures du combat de mon adversaire qu'on m'envoie. Enfin, c'est encore plus en détail, c'est poussé. Et tu faisais ça avant aussi ou non? Non, ça, c'est je ne quelque faisais chose... pas. Ça, c'est vraiment arrivé. C'est là que tu vois quand même une différence qui va bien avec moi. Ok. Et comment ça s'est passé aussi le fait de, je vais pas dire en termes de confiance, mais de peut-être, avec la Hatch Academy, ça faisait de nombreuses années, là de récupérer tout ça, c'était un dialogue, on va dire, plus constant avec Fernand ou avec les coachs que t'as. Comment t'as géré ça?
C'est-à-dire En gros, le fait d'arriver dans une nouvelle équipe, Fernand, on sait qu'il est quand même assez occupé, où il y a aussi d'autres athlètes qui combattent assez régulièrement, pour directement rentrer dans le bain et te dire, bon bah ça y est, maintenant je suis un membre du MMA Factory, et que directement ils savent où est-ce que tu te situes, où est-ce que tu es à l'aise, moins à l'aise aussi. Non, franchement, déjà ils m'ont mis à l'aise assez rapidement. Et on va dire que je suis quelqu'un qui m'adapte assez rapidement, je m'adapte assez rapidement en vrai, tu vois, depuis petit. C'est vrai que ma personnalité, depuis petit, j'ai dû déménager 10 fois. De l'école, j'ai dû faire 10 écoles, tu vois. Pareil, des clubs, j'en ai fait plusieurs. J'étais au Sanda, j'ai fait 5 autres sports de combat. Enfin, je sais m'adapter à où je suis. Et quand je suis arrivé, on s'est très bien occupé de moi dès le début. Genre, on n'a pas fait de différence avec les autres ou quoi. Ok. Ouais, donc c'était assez rapide, en vrai, c'était cool. Ok. Et il y a aussi beaucoup de gens qui expliquent quand ils font le transfuge MMA Factory, c'est parce qu'il y a ce côté un peu écuré à l'américaine. Toi, quand on s'était parlé, t'avais cette volonté aussi de pourquoi pas de partir aux États-Unis. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Non, parce que du coup, maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut ici. Mais oui, donc je suis parti m'entraîner à l'American Top Team, à Sanford, tu vois. Mais en fait, je retrouve tout ici. Donc maintenant, je me vois plus autant partir parce que je suis bien. Et quand tu vois qu'il y a des gens qui sont toujours un petit peu, par exemple, notamment pour Cyril, en mode il faut que tu ailles au Daghestan, il faut que tu ailles dans... Est-ce que tu peux expliquer un petit peu pourquoi, comme aujourd'hui un Saladin Parnasse cartonne avec la Hatch Academy, Cyril, ok, il a pas eu le titre UFC, mais il fait partie des meilleurs, pourquoi est-ce qu'on a quelque part tout en France pour pouvoir performer au plus haut niveau? On a tout ce qu'il nous faut. Voilà, Saladin, il performe partout et pourtant il n'est pas parti s'entraîner au Daghestan, tu vois. Et Cyril, il n'a pas besoin non plus de partir au Daghestan. On a tout ce qu'il faut pour nous entraîner ici. On a même les Daghestanais qui viennent ici. Donc pourquoi aller là-bas? Tu vois ce que je veux dire? En vrai, je pense qu'il faut s'entraîner déjà où on se sent bien. Parce que tu verras des sportifs, que ce soit dans le foot ou dans n'importe quel sport, quand ils partent à l'étranger, parfois ils sont pas bien, ils sont moins performants. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est être là où tu es bien, avec des personnes qui t'aident à progresser à l'étape suivante. Tu n'as pas besoin d'aller chercher un mec hyper haut, alors que tu peux juste aller chercher le gars qui est au-dessus pour pouvoir prendre son niveau, et ensuite le gars au-dessus. Tu vois, c'est comme ça que ça se passe, je pense. Et là, être dans une salle comme le MMA Factory où parfois, on va dire, les ambitions peuvent peut-être se croiser, est-ce que c'est quelque chose aussi que tu apprécies ou pas ? Oui, c'est un truc que j'apprécie quand il y a quelqu'un qui a les mêmes ambitions que moi ou qui veut monter. C'est le jeu en vrai, tu vois. On n'est pas dans un sport. Enfin, on fait pas un sport d'équipe même si on est une équipe. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a peut-être tous les mêmes ambitions, ça se trouve on est même dans la même catégorie. Mais moi, ça arrive pas trop au club. Au club, ça m'arrive pas trop. C'est-à-dire que après les gens et les Français ne parlent pas beaucoup. Moi, je parle de mes ambitions, je l'ai dit, tu vois, je veux la ceinture de l'UFC et pas autre chose. Mais on n'est pas tous dans ce style-là à dire ce qu'on veut. Donc, je sais pas trop qui est derrière moi ou contre toi. contre moi. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es justement dit, là, il faut que j'accélère un petit peu et j'assume clairement mes ambitions? Parce que c'est vrai qu'en France, on est un peu timide avec ça. Ou en tout cas, les fans français, dès que tu te dis un truc, ils t'attendent tellement au tournant. Ah, les fans français, ils t'attendent toujours au tournant. Ils veulent toujours ta peau. Peu importe ce que tu dis, peu importe ce que tu fais, ils veulent toujours ta peau. Tu vois, mais c'est bien qu'on ait des fans qui soient aussi durs, tu vois. Après, bon, c'est pas forcément utile parce que si on apprend à connaître les combattants, on verra que les combattants sont plus durs avec eux-mêmes qu'avec tous les autres, tu vois. Je suis le premier à être dur avec moi-même, donc j'ai pas besoin qu'on me pousse plus que ça. Mais non, c'est cool. Non, c'est bien, c'est une bonne chose qu'on ait des... Ok, parce que moi j'ai l'impression que tu t'es un peu calmé, hein, parce qu'il y avait, je crois que c'était avant l'UFC Paris, où chaque fois que tu avais des critiques, des trucs comme ça, tu faisais des screens, tu disais bon bah les gars, voilà. Ouais, ben non, je n'ai refait un il y a pas longtemps, tu vois, j'ai refait un screen il y a pas longtemps, je sais même plus, c'était écrit que j'allais me faire fumer dans mon prochain combat. Il y en a plein qui pensent ça, et je comprends pas pourquoi, tu vois, je comprends pas pourquoi, parce que c'est plutôt lui qui a un gros problème avec moi, tu vois ce que je veux dire. Et non, c'est le jeu, c'est comme ça. Moi j'aime bien. Ok. Et pour ta carrière au global, et même quand je vais parler avec des gens qui s'entraînent avec toi, quand je parle avec tes coachs, il y a un côté, ok, t'affiches clairement tes ambitions, mais t'as pas cette peur de perdre. Et est-ce que t'expliques ça par le fait aussi que t'aies perdu ton tout premier combat professionnel et que direct, là où il y a des gars qui peuvent avoir cette pression-là, toi, ça a été évacué dès le début? Alors déjà, cette confiance que j'ai en moi, je l'ai depuis toujours. Tu vois, je dirais pas que je suis né avec ça, mais je l'ai depuis toujours.
C'est-à-dire que je pense que tout ce que tu dis ou tout ce que tu penses fortement, tu peux l'attirer. Tu vois, c'est un peu le pouvoir de l'attraction, on peut appeler ça comme on veut, tu vois, pour les croyants, mais pour moi, c'est le destin, c'est comme ça. Donc, ça me dérange pas de parler. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, tu attires ce que tu dis et tu deviens aussi la forme de tout ce que tu penses. Tu penses être le meilleur, ben fais ce qu'il faut pour le devenir. Dis-le, il n'y a pas de problème avec ça. Pourquoi j'aurais honte? Je le dis normalement. Et t'as toujours été comme ça? J'ai toujours été comme ça. Et le fait de déjà avoir connu la défaite dans le passé, même si ça remonte, parce qu'il y en a qui pensent qu'on oublie, non, on n'oublie pas. On ne veut plus jamais revivre ça. Okay. Et on s'entraîne assez dur pour plus jamais revivre ça. Et comment tu t'es senti quand déjà, donc ton premier combat, c'était contre Saladin. Est-ce que vous entraîniez déjà ensemble à cette époque-là? Non, pas du tout. Je faisais pas encore de MMA. Je faisais du Sanda à cette époque-là, moi. Et du coup, non, après, par la suite, on s'est entraînés ensemble. Ouais. Et c'est ce combat-là où tu t'es dit, il faudrait peut-être que j'aille m'entraîner avec lui ou pas? Non, pas du tout. Okay. Ce combat-là, c'est plutôt le combat qui m'a fait me dire, tiens, je veux faire du MMA, c'est trop bien, en fait. Ok. Et tu penses que ça donnerait quoi des retrouvailles aujourd'hui entre vous deux? Des retrouvailles, on s'est déjà retrouvés puisqu'on s'entraînait ensemble. Non, mais, tu vois. Mais en combat à l'UFC par exemple. Ah, en combat à l'UFC, on verra bien. Après, ça, c'est Dieu qui sait. Il va pas se mouiller. Je vais pas me mouiller. C'est mon gars en plus. Pourquoi je vais me mouiller avec ça? Non, mais dans le sens, peut-être pour la ceinture ou autre chose. Si on se retrouve un jour pour la ceinture, mais c'est magnifique. Ce sera une belle histoire, t'imagines? Et toi, t'as eu des combats, des chocs franco-français quand ça n'en était pas vraiment. Parce qu'ensuite, il y a eu le combat contre Enfin, je veux dire, que ce soit le combat William Gomis-Saladin Parnasse, tu le fais aujourd'hui, je pense que tout le monde allume sa télé. Morgan Charrière contre William Gomis, on le fait aujourd'hui, tout le monde allume sa télé aussi. Est-ce qu'à l'époque, c'était des combats particuliers pour toi ou pas? Pour moi, c'était des combats particuliers parce que je découvrais. Donc, c'est pas comme si, je dirais pas que je kiffe pas aujourd'hui parce que je kiffe toujours autant le MMA, mais quand tu découvres, t'as une sensation qui est incroyable. T'arrives, t'en as rien à foutre, tu veux juste aller faire la guerre et c'est kiffant, tu penses même pas à la stratégie, tu vois, tu viens pour te battre. Et franchement, c'était des combats où j'ai découvert, c'est pas pour rien que ça m'a fait rester dans ce sport-là. Vraiment, c'est les combats qui m'ont fait aimer ce sport. Et il n'y a pas eu de doute parce que le combat donc, contre Morgan, c'est la deuxième et seule défaite pour toi. On touche du bois pour que ça reste comme ça. T'étais à 1-2 après la défaite contre Morgan. Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es peut-être dit, c'est pas pour moi le MMA? Pas du tout. C'est pas parce que tu perds que tu veux pas revenir. Tu vois, c'est comme les entreprises. Il y a plein de chefs d'entreprise qui ont raté 20 entreprises avant d'en réussir une. Donc je vois pas pourquoi. Non, ça crée les fondations, justement. C'est là que tu deviens plus fort. Ok. Non, ça m'a pas arrêté. Mais est-ce que ça a débloqué quelque chose chez toi? Parce que, bon, on peut se dire d'un côté, tu t'es dit non, je reste sur la même lignée, mais preuve que depuis, tu n'as pas perdu. J'ai progressé, c'est-à-dire que j'ai reconnu mes erreurs et je les ai arrangées. Et qu'est-ce qui te manquait pour toi à ce moment-là? Déjà avec Morgan, j'avais jamais fait de sol, donc il m'a eu sur une clé, je connaissais même pas la clé, tu vois. Je connaissais même pas la sortie, donc je pouvais pas sortir, je pouvais juste tenir et attendre de voir si ça casse ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, c'est l'expérience. Avec ça là, pareil, je connaissais pas le MMA, donc c'est l'expérience. Apprendre, ce qui compte, c'est apprendre à chaque fois, c'est tout. Vraiment apprendre pour devenir meilleur. Et qu'est-ce que tu tires de ton combat à l'UFC Paris? Parce que bon, il y a je préfère mourir qu'abandonner. Dans sa performance globale, tu as dit que c'est finalement vous les athlètes qui êtes les plus durs. Toi, t'en as pensé quoi? Je vais te dire la vérité. Moi, j'ai pas aimé mes 2 derniers combats. Okay. Mes 2 derniers combats, je les ai pas aimés du tout. Voilà. Tout simple. Mes 2 derniers combats, je les ai pas aimés. Mais le suivant, je sais que je vais le kiffer, tu vois. Là, je sais que je vais aimer. Et pourquoi tu les as pas aimés? Parce que bon, on va dire, celui à Arès, je vais pas dire que je l'ai pas aimé, mais c'est vrai que j'attendais la finalisation. Parce qu'il y a eu le show, en vrai, t'étais en contrôle total. Il y a peut-être un moment, t'aurais pu appuyer un peu plus sur l'accélérateur, mais peut-être aussi que tu savais que si tu sécurisais la victoire, il y avait les portes de l'UFC qui allaient s'ouvrir, donc fallait pas non plus faire n'importe quoi. Non, même pas. Bon, je me répète, mais j'étais pas à 100% de mes capacités, tu vois. Je pouvais pas faire tout ce que je savais faire. Et je pouvais pas regarder mon adversaire dans les yeux ou même bien le regarder, je voyais pas très bien. Donc, je devais me limiter, en gros, à me protéger et à essayer de gagner.
En fait, c'était ça le truc. J'ai essayé de gagner. Alors que là, j'y vais pour gagner. Tu vois, je sais que je suis en possession de toutes mes capacités. Ok. Ouais, non, donc ça va être pas mal. En plus, face à un Américain, pour les débuts aux États-Unis, donc sur le papier, ça peut être très prometteur pour la suite. Non, c'est beau. Franchement, c'est beau. Un Américain, chez lui, en plus, c'est un Texan. C'est cool. Franchement, c'est cool de tomber sur lui. Ok. Et il y a des gars qui, aujourd'hui, dans ta catégorie, enfin, hors top 15, hein, tu vois, mais des mecs qui t'intéressent déjà. J'aime bien Yair Rodriguez. Ok. Ah ouais, j'aime bien. J'aimerais bien l'affronter, lui. Parce que son style, Son style colle bien avec le mien. Est-ce que vous êtes croisés à Arès ou pas? Parce qu'il était venu à Arès il était venu, mais non, je ne l'ai pas croisé, mais j'aimerais bien l'affronter. Surtout que là, en plus, maintenant, vous pouvez le voir, hein, monsieur remplit bien son t-shirt oversize. Parce que depuis septembre dernier... J'ai pris, mais ça va, là, je commence à redescendre. Et pourquoi t'as pris alors? J'ai pris parce que j'avais des traitements en fait à prendre. J'avais des traitements à prendre par rapport à... Enfin, j'étais sous plusieurs traitements, sous perfusion, machin, et du coup ça m'a fait gonfler des joues et tout ça. Et aussi parce qu'avec ma préparatrice, on faisait un travail aussi pour prendre en force et devenir plus fort. Donc pour ces deux choses-là, j'ai pris beaucoup de poids. Parce que t'as senti que c'est quelque chose qui te manquait ou... Non, pas forcément, mais à l'UFC, tu vois, les gabarits sont quand même différents. Les gars cut beaucoup plus, tu vois, ils sont plus costauds. Donc on va faire en sorte aussi d'être aussi costaud. Ok, et quand on voit qu'il y a des gars comme Abdullah Abdourahimov, je crois qu'il y a Axel Sola qui a fait récemment un cutting pour passer à 70 kilos. Est-ce que toi aussi t'as fait ça pour te préparer à te dire ok, maintenant on est à l'UFC et forcément je vais affronter des gars qui dans la vie de tous les jours font des grands écarts que je fais pas? Est-ce que t'as fait des cutting test ou de te dire là je suis sûr que ça va le faire pour le combat qui arrive? Non, j'avais même pas fait de test. Okay. Je savais que ça allait le faire parce que même d'habitude je fais le poids facilement. Donc là je savais que c'était quelques kilos en plus qu'il fallait perdre. C'est tout. Hein. Donc non, j'ai pas fait de test. Je voulais juste me sentir plus fort. Ok. Et cette épreuve là du cutting, est-ce que c'est quelque chose... Enfin, je peux dire que tu redoutes mais que t'appréhendes un petit peu là? Le cutting, on le redoute toujours. On le redoute toujours le cutting. Et s'il y a un combattant qui dit le contraire, il ment. Même toi qui le fais tranquillement? Même moi qui le fais tranquillement, à la fin du cutting, t'es KO. C'est dur. Et ça, tu l'as fait dès le début de ta carrière aussi ou pas? Enfin, quand t'as fait par exemple tes combats contre Saladin ou contre Morgan, t'avais ça? Non, je savais même pas ce que c'était un cutting à l'époque. Et donc là, t'étais au poids... J'étais à mon poids normal en vrai. D'accord. Ouais. Et ça s'est fait à partir de quand qu'il y a eu ça? Peut-être le 5e combat. Et la première fois que tu l'as fait? Je me suis dit, waouh. En plus, à cette époque-là, on me mettait de l'eau brûlante, alors qu'il n'y a pas besoin qu'elle soit aussi brûlante que ça. C'est-à-dire, on te mettait de l'eau brûlante à quel moment? L'eau, elle était beaucoup trop chaude pour des bains chauds. Pour les bains chauds? Du coup, tu passais le pied dedans, tu dis tu sors le pied, ça me brûle. T'avais le pied, il allait gonfler limite tellement que c'était chaud. Et non, c'était la souffrance au début. Maintenant, ça va beaucoup mieux, je les gère mieux, mais tu redoutes toujours la perte d'eau, l'énergie que tu vas avoir derrière quand tu vas sortir des serviettes. Et tu comprends que dans le MMA, ce soit toujours... quand tu vois des Alex Pereira, des mecs comme ça, tu te dis, il faudrait peut-être limiter ça? Ça dépend de chacun, je pense qu'il faut connaître son corps. Mais je pense qu'il faudrait quand même peut-être limiter ça à genre 5 kilos, tu vois, parce que ceux qui font plus que ça... je pense que ça devient dangereux. Je sais plus c'était combien, tu pouvais perdre 3% de ta masse, je sais plus. Ouais, c'est limité, alors c'est 10%, limité à 10%. Que ce soit pas trop mauvais pour la santé, je crois que c'est 3. Ouais. Okay. Donc faut faire attention. Faut juste faire attention. Après, je veux pas qu'on le limite. En vrai, chacun fait ce qu'il veut. Mais après, c'est vrai que quand tu vois, c'était... différence de gabarit. Différence de gabarit. C'était quoi? Tom Duquesnoy contre Cody Stamann. Donc Tom Duquesnoy, c'était en bantamweight quand il a fait le combat contre Cody... Enfin, tu te dis, c'est même pas la même... C'est pas la même catégorie, ouais. C'est pas la même catégorie. Ah ouais, c'est vrai que ça fait longtemps. Je me rappelle même plus de ce combat. Mais ouais. Pas la même catégorie. C'est clair. Et là, est-ce que aussi, toi, t'as pu les vivre ça? Je crois que justement les combats à l'UFC Apex, vous faites les face-à-face juste après la pesée. Est-ce que tu préfères quand c'est juste après la pesée ou c'est comme à l'UFC PA où vous avez la pesée le matin et les face-à-face ensuite quand tout le monde a bien récupéré? Je préfère quand c'est séparé comme ça, quand t'as bien récupéré et tout, parce que tu vois, face-à-face, t'es cuit, tu peux même pas le provoquer, tu vois. Tu penses que tu vas le provoquer toi ou pas? Non, pas forcément, on verra bien, on verra bien quand même mon regard et si ça raconte pas trop. Ouais. Et après, donc, tu prévois normalement de rester aux États-Unis un petit peu pour profiter. Est-ce que dans
on va dire, dans tes plans au global, si tout se passe bien là contre Monsieur Marshall, ensuite il y a le plan UFC Paris, tu te dis ça peut être intéressant d'avoir quelque chose à la Georges Saint-Pierre où tu vas piocher ici et là pour te dire bah, je vais m'entraîner avec par exemple Freddy Roach qui est à Los Angeles pour la boxe anglaise ou avec les meilleurs experts un peu partout. Non, pas forcément. Je pense que j'ai ce qu'il faut ici, tu vois. Après, oui, là, je vais être là-bas pour un petit moment, donc forcément, il faut que je trouve une salle pour m'entraîner. Donc, je vais voir ça avec coach et c'est tout. Hein. T'as jamais fait de break complet, toi? De break complet? D'arrêter complètement de m'entraîner? Non. Parce que t'es pas bien quand tu t'entraînes pas ou... Non, quand je m'entraîne pas du tout, ouais, je suis pas bien. Je suis obligé de faire quelque chose, même si. Faut que j'aille à la salle ou que je fasse quelque chose. Même quand je suis blessé, tu vois, je préfère faire un peu de sport. Tu vois, si je suis blessé aux jambes, je trouve un truc à faire quand même, un peu de sac, un truc comme ça. Et pour toi, est-ce que t'as aussi le côté t'apprends le plus quand t'as pas de combat de prévu? Ouais, quand t'as pas de combat de prévu et que tu peux aller t'entraîner souvent dans une discipline où forcément tu progresses. Forcément que tu progresses. C'est là que tu progresses le plus parce que tu penses à rien, tu penses juste à progresser. Tu penses pas à la stratégie ou à quoi que ce soit. Et t'as jamais eu le corps, je veux dire, complètement cassé? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de combattants qui, après leur camp d'entraînement et puis le combat, ont besoin de faire cette pause-là. Parce que physiquement, c'est plus possible. Non, j'ai jamais eu cette phase-là. J'ai jamais eu cette phase où j'ai besoin de plus rien faire. Non, pas dans mes souvenirs. Hein. Mais parce que tu dirais que t'as fait... Je sors pas en général, Dieu merci, mais je sors pas cassé de mes combats en général. Ouais. Donc ça va. Bah, on espère que ça va être la même chose là. Non, mais et puis peut-être le côté, parce que ce qui impressionnait aussi au Factory, quand je parlais justement de toi, comment ça se passe, tout ça, tout le monde était impressionné, même il y a quelques mois, en mode, il est hyper assidu. Même s'il a pas de combat de prévu, il est tout le temps là. Bah, c'est ce qu'il faut. En vrai, c'est ce qu'il faut pour progresser. Tu peux pas arriver à un certain niveau et te dire tiens, je vais rester en vacances et je vais plus m'entraîner. Tu peux plus faire ça. Mais après, il faut avoir les disponibilités aussi. Et toi, à quel moment t'as mis tout le reste de côté pour le sport? J'ai toujours fait ça. Tu vois, même quand j'étais obligé de travailler pour pouvoir payer mon loyer et pour tout, tu vois. J'ai toujours fait ça. Je mets toujours le sport à la première place. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il prend réellement la première place. Parce que j'ai fait ça avant. Et en fait, tu dois vraiment organiser ta vie pour pouvoir t'entraîner assez. Et si ton travail ne te le permet pas, eh ben, tu t'entraîneras plus tard, ou beaucoup plus tôt que les autres, c'est pas grave. Et ça payera plus tard. Et est-ce que... ça paiera plus tard, là, ça y est, ça commence à bien payer. Est-ce qu'il y a eu un avant-après UFC Paris pour toi? Oui, quand même, il y a eu un avant-après. Il y a eu un avant-après UFC Paris. Maintenant, je pense qu'il y aura un avant-après top 15. Ah ouais, ok. Avant-après, ah oui, entrer dans le top 15? Ouais, quand je vais rentrer dans le top 15, là, vraiment, je pense que ça va changer. Déjà là, pour l'UFC Paris, quand tu dis avant-après, c'est au niveau financier. Enfin, à quel niveau est-ce que ça a changé pour toi? À plusieurs niveaux. Déjà, oui, forcément, financier. Tu as plus de sponsors qui s'intéressent à toi. Enfin, ça change. Il y a plus de gens qui te reconnaissent aussi? Il y a plus de gens qui te reconnaissent, forcément. Tout change. Franchement, ouais. Franchement, tout change. Après, l'UFC Paris, c'était quelque chose. Donc forcément qu'il y a un avant-après. Et t'as plus de supporters, t'as plus de haters. Mais t'as vraiment des haters? Parce que, je veux dire, en vrai, aujourd'hui, les mecs qui te détestent, toi, ouais, mais t'en as toujours. En fait, t'en as toujours. T'as toujours des gens, même si tu performes ou que tu gagnes, ils espèrent que tu perds à la prochaine. Tu auras toujours, peu importe ce que tu fais, si tu réussis dans quelque chose et si tu crois en toi et surtout si tu montres que tu crois en toi, tu auras toujours des haters. Mais il faut continuer de croire en soi parce que c'est ça qui paye. Ouais, non, c'est vrai. Puis surtout que c'est ce que tu avais dit justement, croyez en vous après l'UFC Paris. Exactement. Puis que tu préfères mourir plutôt qu'abandonner. Ouais. Est-ce que ça change? T'as Adesanya qui a sorti ça aussi après son combat. Croyez en vous. Tu t'es dit, il m'a piqué ma célébration, il m'a piqué ça. Et il m'a piqué cette phrase-là, il a pris ma célébration. Non, ça va plus. Si je le croise, il va voir lui. D'ailleurs, ça aussi, vous avez pu le voir dans les stories, je sais pas où je dois regarder, dans les stories de William par rapport à la victoire d'Israël Adesanya. T'étais le seul à dire je vois une victoire d'Israël Adesanya. Mais oui.
Mais oui, mais pourquoi on me croyait pas? Et en plus, je n'étais tellement certain, je le savais. C'était évident pour moi, genre. Mais non, pour les autres, ça ne l'était pas. Et puis, je comprends pourquoi, parce que le danger en face qui est Pereira... Et puis quand t'as vu le... Tu regardes les combats en direct ou tu regardes le Je le lendemain? regardais en direct, ouais. Ah ouais. Ouais, j'étais en Tous les direct. combats, tu les regardes en direct? Ouais, je les regarde en direct, toujours. Ça se passait pas comme prévu. Ou Franchement, en fait, je savais. Franchement, je le savais. Déjà, quand ça a commencé, on s'est dit, ouh là là, c'est chaud, il est balèze. En plus, il fait peur, Pereira, il frappe fort. Quand il touche une fois, il y a Adesanya qui recule. Je me suis dit, ouh, c'est chaud. Mais en vrai, je le savais parce que quand il a commencé en fait, il a commencé à trop prendre la confiance. Il a oublié qu'il a failli prendre un KO la dernière fois. Ouais. Tu vois. Et sauf qu'Adesanya, il est trop malin, ce mec-là. Ouais. Il est trop malin. Je savais qu'il allait envoyer un comeback sale. Et c'est ce qu'il a fait. Et t'as déjà été dans des situations comme ça, comme Adesanya, où, quelque part, là, ici, s'est imposé, c'est parce que faire du Adesanya, ça n'a jamais marché contre Pereira, et donc, à un moment donné, il fallait qu'il accepte de prendre des coups pour avoir une chance, même pas pour être sûr de s'imposer, pour avoir une chance de s'imposer. Toi, t'as déjà été dans cette situation-là où, ok, le style William Gomis qui combat intelligemment, c'est un peu compliqué, là, faut juste y aller. Faut juste aller à la gare. Oui, ça m'est arrivé, et ça m'est arrivé surtout dans mes premiers combats d'ailleurs. Mais je sais toujours le faire, mais je le fais que quand ça me sert. Ça fait partie de la stratégie en vrai. Si je dois aller à la gare, ce sera parce que je l'ai décidé. Tu vois. Et t'as hâte de vivre ça aussi, pas une vraie première guerre, mais par exemple le combat Cyril contre Tai Tuivasa, techniquement c'est pas la plus belle performance Ouais, j'ai hâte de vivre une guerre, un mec qui va me donner du fil à retordre, qui va me faire sortir qui va m'obliger en fait à me pousser à mes limites. J'ai hâte de voir ça. Et moi aussi le pousser à ses limites à lui. C'est là que tu vois ce qu'on a dans le ventre. Et ça, tu l'as déjà, j'imagine, vécu par contre à l'entraînement ou dans les camps d'entraînement où là par contre c'est... Ah oui, là ça y va bien sûr. Ouais. Mais en combat ça reste différent. Tu vois, t'es prêt à mourir parce que tu donnes ta vie là-dedans. Ouais. Tu donnes ta vie. Tu veux le tuer, tu veux lui arracher la tête. Et il veut te faire pareil. Donc, c'est kiffant. J'ai hâte de revivre ça. De revivre? Ouais, j'ai hâte de revivre ça. Parce que c'est quand la dernière fois que t'as vécu quelque chose comme ça? À l'entraînement. Mais revivre ça en combat, j'ai hâte de vivre ça. Ouais. Et les entraînements en camp d'entraînement, parce que ça aussi c'est quelque chose que peut-être le grand public ne connaît pas, c'est vraiment les 5 semaines qui précèdent un combat, c'est peut-être l'enfer. Ouais, c'est l'enfer. Même le cardio, les entraînements, les sparring, où tu dois te... Ouais, c'est dur. C'est dur. Quand c'est 2 fois par jour comme ça et que tu dois y aller, tu dois perdre le poids, tu dois bien manger. Franchement, avant les combats, on n'a pas une vie qui est très cool. Mais comment vous arrivez à rester aussi faux? Parce que moi, c'est ce qui vraiment m'impressionne le plus. C'est quand t'es au niveau, on va dire, d'un Cyril Gane où, ok, chaque round, Fernand, il amène un mec qui est frais, et du coup, c'est encore plus l'enfer pour toi, mais t'es à un niveau où, bon, on va dire, toute la planète va te regarder. Toi, aujourd'hui, tu enchaînes les combats pour arriver à ce stade-là. Mais il faut un niveau de discipline qui est dingue. Le niveau de discipline qu'il faut pour arriver à ce niveau-là, ou même le niveau de discipline qu'il faut pour avoir ces objectifs-là. En fait, ce qu'il faut, c'est à chaque fois que tu as envie de craquer, ou de pas aller en entraînement, ou de pas manger correctement, ou de sortir faire la fête, ce qu'il faut dire dans la tête, c'est reste dur. Parce que tu as un objectif. Chaque chose que tu vas faire de mauvaise vont t'éloigner de cet objectif. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut s'en rappeler tout le temps. Il faut s'en rappeler tout le temps. Parce que sinon, tu vas partir dans dans la mauvaise direction. Tu vois. Et à ce niveau de discipline, tu l'as que quand tu es assez dur avec toi-même. En vrai, c'est tout. Donc, est-ce qu'il y a des gars qui t'accompagnent pour faire en sorte que justement, jamais tu craques? Non, pas forcément. J'ai la chance d'avoir un mental assez fort pour ça depuis assez longtemps. Mais non, quand j'ai envie de craquer, j'écoute de la musique, ou je me rappelle de ce que j'ai déjà réussi à accomplir dans ma vie, ou bien je regarde des vidéos aussi que j'aime bien, comme David Goggins et tout ça. J'aime bien ces vidéos-là. Qui est lui, pour le coup, le mec le plus dur du monde. Hein. Ouais, stay hard. Ouais, carrément. Non, je sais m'auto-motiver ou m'auto-discipliner. C'est un truc que je sais faire et que j'ai appris à faire. Je pense que c'est une habitude à prendre. Okay. Et tu vas rentrer sur quoi alors? La musique? Ouais.
Mais c'est la surprise si je le dis maintenant. Si je le dis maintenant, c'est pas cool. Ah oui, oui. Et t'as prévu déjà quelque chose comme message pour ta post-fight interview ou ça vient sur le moment ça? Pour après l'interview, ouais, après le combat. Parce qu'en vrai, quand t'as dit croyez en vous et tout, je pense que c'est quelque chose que tu avais pensé un petit peu avant par rapport à tout ce que t'avais vécu, non? Ouais, exactement. Mais c'est un truc que je garderai toujours parce que c'est un truc que j'aime faire. C'est un truc que j'aime faire, motiver les autres et les pousser à croire en eux. Parce que quand tu regardes autour de toi, il n'y en a pas beaucoup qui ont confiance comme il le faut, tu vois. Ou qui doutent d'eux-mêmes. C'est un truc que j'aime dire à tout le monde. Arrêtez de douter de vous. Et non, après l'interview, je vais tout simplement demander à Dana White le bonus de payer le bonus. Ouais, c'est ça qu'on veut. Bonus de quoi alors? Tu préférais quoi? Performance, fight of the night? Je vais juste prendre 1 ou 2 bonus, j'espère. C'est tout. D'accord, bon bah réponse dans la nuit de samedi à dimanche. Exactement. Et vraiment non mais moi ce qui m'impressionne avec toi c'est que tu sembles tout faire et tout faire bien pour avancer le plus haut possible mais en étant, je vais pas dire conseillé par toi-même, mais tu vois, en faisant les choses à ta façon. À ma façon, exactement. Pour moi, le plus important, c'est de rester soi-même. Tu vois, si t'es pas toi-même et que tu essaies de faire les choses différemment, ça risque de bloquer quelque part, que ce soit dans la cage ou parce que t'as pas été fidèle à toi-même, vois, ou ailleurs. Mais est-ce qu'il y a des mecs qui t'ont pas inspiré, mais tu sais, où t'as regardé rien, par exemple, tu vois, je veux dire, t'étais à la Hatch Academy, quand tu vois les featherweight qu'ils ont, pour l'instant, il y a personne à l'UFC, mais sinon, il y a le Bellator, il y a le KSW, tout se passe bien sur le papier. Toi, tu dis, bon, là, j'arrive peut-être dans une situation qui est un peu bouchée pour moi. Ouais. Faut que j'aille à l'UFC, je pars au MMA Factory. Dans la foulée, quelques semaines après, tu signes à l'UFC. Est-ce que quand il y a ça, c'est que tu vois des gars faire ça aux États-Unis ou... Eh ben, dis-toi que c'est un pur hasard. Tout est un pur hasard. Vraiment. Merci, j'ai une bonne étoile. Vraiment. Parce que tout est arrivé très vite. C'est-à-dire parce que il y a eu un problème avec la Hatch, j'ai dû partir. Je suis arrivé déjà à la Hatch, on me disait que c'était pas possible pour moi d'aller à l'UFC. Tu vois que je pouvais pas, qu'il y avait trop de monde, que c'était trop compliqué. Enfin, voilà. Mais en gros, donc là tu pars. Voilà, mais il y a eu des soucis. Voilà, okay. J'ai dû partir. Donc ensuite, j'arrive à la Factory. Fernand qui me regarde dans les yeux. Je suis pas encore rentré dans la salle. Hein. C'est quoi ton objectif? Direct, c'est le... Non. Direct. Ouais. C'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que je lui réponds? Fidèle à moi-même. L'UFC. La ceinture de l'UFC. Ah oui, pardon. Direct, la ceinture de l'UFC. C'est ça que je veux, tu vois. C'est tout. Ensuite... il dit quoi? Il dit quoi à ce moment-là, quand tu lui réponds ça? Ok. D'accord. Ok. J'aime bien cette réponse. Ok. C'est que t'es ok avec moi. Ok. Ensuite, donc je fais un premier combat à Arès, ça se passe super bien. Ensuite, normalement, je dois faire un deuxième combat à Arès. Mais il n'y a pas de discussion avec l'UFC. Vous parlez pas de l'UFC. Non, on parle pas de l'UFC, rien du tout. Deuxième combat à Arès, normalement. Annulation, il m'appelle. En mieux de combattre à Arès. Tu vas combattre le lendemain à l'UFC. C'est arrivé comme ça. Tu vois. Eh oui, merci Management Factory, merci mon Dieu, merci la vie, parce que c'était le destin. En vrai, tu vois, je devais même partir aux États-Unis pour te dire. Tu vois, j'étais en train de tout prévoir pour déménager aux États-Unis, et au final, je suis pas parti. Enfin, il y a tout qui... Ouais. Ah oui, donc là, t'allais vraiment t'installer dans un gym aux States et tout. Des gens pour parler, tout ça. Il y avait tout qui se faisait. Et non, au final, je suis là et j'ai combattu à l'UFC Paris. C'était vraiment le destin. Même qu'on m'appelle comme ça à la dernière minute. C'est la vie. Et la signature au MMA Factory, ça s'est fait par hasard aussi? Enfin, tu voyais d'autres clubs aussi ou c'est... C'était un peu par hasard, tu vois. C'était un peu par hasard. Bien sûr, il y a mon oncle qui m'a conseillé, tout ça, parce que je l'appelle souvent quand j'ai besoin d'un conseil. Donc Grégory Baben. Grégory Baben, exactement. Donc, non, franchement, c'était quand même un hasard. Et ça tout ceci était quand même... Oui, non, ça s'est bien goupillé quand même. T'as laissé les portes ouvertes. Mais ça aussi, c'est dingue de se dire. Donc, t'es à ton oncle qui s'appelle Grégory Baben. Il sera avec toi à Las Vegas aussi ou pas? Non, il combat bientôt en plus. Au Bellator Paris? Oui, c'est ça, au Bellator Paris. Au Bellator, donc là, il ne prépa tout ça. Qui est quand même un des piliers du MMA français. Ouais. Qui te conseille,
et tu fais quelque chose de différent de lui parce que lui est au Bellator. Il n'y a aucun moment où tu t'es dit ça pourrait être bien aussi d'aller au Bellator. Non, après, chacun est différent. Moi, j'avais mon objectif précis depuis le début, tu vois. J'ai eu 2 propositions du Bellator, j'ai failli y aller 2 fois. Il y a même, pour te dire, je devais même signer au Bellator et le Covid m'avait arrêté, j'avais été testé positif et du coup, j'avais pas pu combattre au Bellator. Même ça, tu vois, c'est le destin parce que ça se trouve, ça aurait été plus compliqué pour aller à l'UFC. Ouais. Donc, au final, non, 2 fois non, le Bellator. J'aurais pu aller au KSW, pareil, non, je l'ai pas fait. Mais Catch Warrior aussi qui m'a redemandé pour un contrat multi-deal, pareil, refusé parce que j'avais que l'UFC en tête. Je voulais l'UFC. Okay. Donc, je voulais soit l'UFC, soit des combats one-shot. C'était tout ce que je voulais. Ok. Bon, bah, ma foi, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. William, c'était très plaisant comme interview parce que tu as parlé de tout. Bah, rendez-vous samedi soir prochain pour un gros choc dans cette catégorie featherweight où quand même beaucoup de choses bougent puisqu'il y a quand même Volkanovski qui est installé. Toi, juste, voilà, Volkanovski, si tu devais l'affronter, en tout cas, comment est-ce qu'on peut battre Volkanovski aujourd'hui si on est un featherweight? Aujourd'hui, si tu veux battre Volkanovski. Ouais, et que t'es en featherweight, voilà. Et que t'es en featherweight, il va falloir t'entraîner, être fort, avoir un mental d'acier. Il y a des failles. Et profiter de sa petite taille, je pense. Ok. Profiter de sa petite taille, être plus rapide que lui. Et pour toi, il a perdu ou pas le combat contre Makhachev? Pour moi, il l'a perdu. Pour moi, il l'a perdu parce que. Moi, je dirais pas que parce que c'est la décision, mais il a perdu. Je pense qu'il aurait dû montrer plus, tu vois. Des moments, il restait, il acceptait d'avoir Makhachev dans son dos, il frappait comme ça. Non, essaie de sortir de là. Enfin, voilà. Mais après, c'est le jeu. Après, franchement, il démérite pas. Hein. Pour moi, c'est magnifique. Et je voulais qu'il gagne en plus. Mais non, il a perdu. C'est le jeu, c'est comme ça. Hein. Alright. Et bah parfait. William, merci beaucoup. Merci à toi. I'm fucking coming for you!